Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme janvier n'est pas encore fini, il est encore temps pour moi de vous présenter mes objectifs et mes envies de lecture pour 2025. Il faut savoir que c'est la première fois que je me plie à l'exercice puisque jusque-là je m'étais toujours contentée de choisir les livres que je souhaitais lire le moment venu en fonction de mon humeur. Sauf que j'ai pu constater ces derniers temps à quel point ça ne me réussissait pas beaucoup puisque je pouvais passer une semaine entière à commencer 2, 3, 4 livres sans jamais me décider. Et le fait est que, en fin d'année dernière, j'ai participé pour la première fois à un challenge de lecture, le Pumpkin Autumn Challenge, pour lequel je me suis préparé une sorte de programme de lecture, ou du moins j'ai fait une présélection d'une douzaine de livres, et ça m'a particulièrement réussi, puisqu'en fait il a fallu tout simplement que je me force un peu d'entrer dans le livre pour être prise par l'univers. Et j'ai pu constater qu'il fallait sans doute pas que je m'attende à ce que je sois prise dès les premières pages, comme c'était le cas quand j'étais plus jeune en fait. Voilà, une fraîcheur perdue, moi c'est tout. Alors, j'ai 4 objectifs de lecture et j'ai une dernière catégorie un peu fourre-tout, dans laquelle je vais vous présenter quelques titres, très rapidement. Alors évidemment, comme je n'ai pas lu ces livres, et comme il y en a particulièrement beaucoup pour cette vidéo, je vais surtout vous expliquer les raisons pour lesquelles ces titres-là m'intéressaient. Pourquoi est-ce que je veux les lire? Je vais commencer par mon objectif numéro 1, qui est tout simplement de lire les livres qu'on m'a offerts. J'ai constitué une petite wishlist pour mon anniversaire et pour Noël, qui tombent tous les deux en décembre, dans laquelle mes proches ont pu piocher. Je vais commencer par les 2 livres que mon frère m'a offerts pour mon anniversaire. Le premier, c'est Sur les ossements des morts d'Olga Tokarczuk, une autrice polonaise qui a reçu le prix Nobel de littérature. Il est très souvent passé sur Booktube. Et ce qui m'a plu dans l'intrigue, c'est que c'est présenté déjà comme un polar écologique et que les animaux ont l'air d'avoir un rôle de premier plan et que pour une fois, les animaux prennent leur revanche sur les hommes et dépassent le statut de victime pour devenir les chasseurs. Ça, c'est le premier titre. Le deuxième titre que mon frère m'a offert, il s'agit du démon de Maître Prosper de K.J. Parker. Alors c'est un livre que j'avais repéré sur la chaîne de Cornelius. C'est une novella qui fait moins de 100 pages. C'est une fantaisie, un roman de fantaisie humoristique, un humour noir et mordant. Alors, et là si je vous lis quelques lignes en quatrième de couverture, il est écrit « Un humour aussi acerbe que son narrateur, un génie à la Léonard de Vinci et Machiavel, un exorciste sans cœur, tout ce qu'il faut pour un roman aussi malin que jouissif. » Donc c'est très prometteur. Et une petite citation du New York Times qui donne très envie. « Comme si Deadpool s'était glissé dans le corps du sorceleur Gérald de Rive. » Ça, c'est le deuxième livre qu'il m'a offert. Ensuite, je vais passer aux 2 livres que ma sœur m'a offert pour Noël. Le premier, c'est Le cœur cousu de Carole Martinez, dans cette jolie édition poche, que j'aime beaucoup. Alors, Carole Martinez, c'est une autrice qui m'intéresse énormément, à ce que j'ai pu entendre sur Booktube, parce que je l'ai découverte en fait sur Booktube. Elle a un très joli style et ses histoires apparemment s'inspirent énormément de l'univers du conte. Alors, Le cœur cousu se passe au 19e siècle en Espagne. Depuis la nuit des temps, les femmes d'un petit village andalou se transmettent une boîte merveilleuse. En y découvrant du fil et des aiguilles, Frasquita hérite du don extraordinaire de repriser les hommes blessés et les cœurs en lambeaux. Un talent qui, dans l'Espagne catholique du 19e siècle, se révélera une malédiction. Le deuxième livre qu'elle m'a offert, c'est un livre qui est énormément passé sur Booktube, et il s'agit d'un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. Je l'avais d'abord repéré sur la chaîne de Margorito, puis je l'ai vu sur diverses autres chaînes que je suis. Ce qui m'a plu, c'est l'idée de la SF positive, tout bêtement, qu'il y ait des auteurs et des autrices qui s'évertuent pour une fois à ne pas écrire des dystopies, mais plutôt à imaginer un avenir qui n'est certes pas une utopie, mais qui n'est pas un cauchemar incarné en fait, où il peut y avoir aussi du bon. Je passe ensuite, alors là je vous en montre qu'un exemplaire, c'est mes parents, on va dire plutôt ma mère qui a choisi de me les offrir pour mon Noël. Donc son regard est tombé sur le livre Anne de Green Gables, qui est de toute beauté. Et ma mère a eu un coup de cœur sur la couverture et je lui ai montré du coup à quoi ressemblaient les couvertures du reste de la saga. Et donc elle m'a proposé de m'en offrir quelques exemplaires pour Noël. Donc elle m'en a offert 5, donc là c'est le deuxième. Donc très contente. Alors évidemment, je ne lirai pas les 5 cette année. Je pense en lire 1 et au mieux 2.
J'ai tellement envie de découvrir plein de choses en même temps que je serais un peu frustrée de passer toute mon année à lire les 5 tomes de la saga en fait. Donc voilà, ça c'était les livres qu'on m'a offerts pour mon anniversaire et mon Noël, et c'est donc mon premier objectif de lecture pour l'année 2025. Voilà. Mon deuxième objectif de lecture, c'est de lire de grands classiques. Alors, il y a 2 petits points dans cet objectif de lecture, de lire des grands classiques. Le premier point, c'est vraiment lire des œuvres de 2 auteurs qui sont célébrissimes, populaires au possible, qui ont donné lieu à des adaptations au cinéma, et qui sont même très connus à l'étranger. J'ai pu le constater en regardant des chaînes booktube étrangères, que quand ils évoquent la littérature française, ils vont évoquer ces titres. Alors, le premier, que j'ai commencé d'ailleurs, c'est Victor Hugo. Alors comme la plupart d'entre vous je pense, Victor Hugo, je l'ai étudié au collège en lisant les 2 petits livres, Le dernier jour d'un condamné, Claude Gueux. Au lycée j'ai dû lire Hernani et puis après j'ai lu quelques poèmes. Mais jamais je me suis intéressée à ces grandes œuvres, à savoir Les Misérables. Et c'est mon objectif de lecture de cette année. Alors j'ai opté pour les éditions Pocket et la version en 3 tomes. L'édition Pocket propose également l'édition complète de l'œuvre intégrale. Alors le machin ressemble à une encyclopédie. Et comme moi je lis surtout dans les transports et puis dans mon lit, vous savez, couché sur le côté avec une main en m'endormant dessus, c'était pas possible d'opter pour cette solution qui a l'air très épuisante. Et donc du coup j'ai plutôt opté pour les 3 tomes, j'ai acheté juste le premier et je trouve que la couverture est magnifique, j'aime beaucoup la peinture qu'ils ont choisie pour représenter Cosette, voilà. Je suis presque à la fin, je suis à la page 700, vous voyez, et j'aime beaucoup. Je n'ai pas lu non plus Notre-Dame de Paris, j'ai des doutes sur le fait que je le lirai cette année, mais je le lirai peut-être l'année prochaine. Ça fait partie des grandes œuvres qui représentent un grand trou dans ma culture littéraire personnelle, je trouve. Et c'est fort dommage de ne pas les avoir lus jusqu'ici, mais voilà, je me rattrape. Deuxième auteur célébrissime que je souhaiterais lire, c'est Alexandre Dumas. Alors d'Alexandre Dumas, j'ai lu quelques romans, j'ai lu La Reine Margot que j'avais adoré, j'ai lu également Le Collier de la Reine que j'avais également adoré, j'ai lu une petite nouvelle qui s'appelle La Dame Pâle, et puis après j'ai essayé de lire Robin des Bois, qui m'a complètement découragée parce qu'en fait j'ai abandonné ce livre parce que je ne retrouvais pas du tout le charme de la narration que j'avais trouvé dans les livres que j'avais lus de lui. Et du coup ça m'a coupé dans mon élan de lire d'autres œuvres emblématiques d'Alexandre Dumas. Et évidemment, comme beaucoup l'ont fait en 2024, je souhaite lire notamment Le Comte de Monte Cristo. J'ai choisi ces 2 belles éditions aux couleurs chatoyantes. Bon, j'allais voir mon chat qui veut sortir. Là, je suis de retour. Donc, mon premier objectif, ce serait, l'objectif que je me fixe du moins pour cette année, c'est de lire Le Comte de Monte Cristo, qui est quand même une belle pavasse. Mais mon deuxième objectif, qui sera peut-être pour l'année prochaine, ce serait de lire Les 3 Mousquetaires, quoi. Quand même. Parce qu'en fait, je m'empêche de visionner les films qui ont été adaptés des romans, tant que je n'ai pas lu les livres. Donc ça, c'est le premier point de l'objectif lecture, lire de grands classiques. Et le deuxième petit point, ce serait de me rabipocher avec 2 auteurs qui m'ont laissé de mauvais souvenirs, alors que ce sont de grands auteurs de notre littérature française. Ne m'en veuillez pas, c'est tout. Je sais qu'il y a énormément de fans, beaucoup de chaînes de booktube que je suis et qui adorent cet auteur, et moi j'ai une mauvaise expérience avec, et c'est Zola. Voilà, Zola. En fait, je l'ai découvert assez tardivement, je l'ai découvert à la fac, et j'avais lu les recommandations de notre professeur, et j'avais lu La Bête humaine et Germinal. Et si vous voulez, comme j'ai du mal avec les histoires en général, les romans, où tout est sombre, où tout est noir, je pense que c'était pas les 2 titres les plus bienvenus pour que j'apprécie Zola. Parce que pour moi, Zola, du coup, c'est vraiment comment vous raconter des histoires pour incarner la misère humaine, l'ignorance, les passions les plus mauvaises et les plus crasses, tout ça. Ça, c'était surtout dans La Bête humaine. Et bon, je me souviens plus trop de mes lectures, mais je me souviens que j'avais un peu souffert à leur lecture et que j'étais très pressée d'en finir. Et puis justement, en allant sur Booktube et en écoutant un petit peu ce qu'on disait sur Zola, j'ai pu repérer des titres qui peut-être correspondaient mieux à
à ce que je recherche habituellement dans la littérature, et Au bonheur des dames semble cocher quand même quelques cases, et apparemment c'est un des rares romans, à ce que j'ai cru comprendre, de Zola, qui se finit bien. Donc je lirai sans doute Au bonheur des dames de Zola cette année, pour essayer de me réconcilier avec, et j'aimerais bien à l'avenir, notamment lire également L'Assommoir, qui a l'air très intéressant quand même. Le deuxième auteur avec lequel j'aimerais me rabibocher, j'ai un peu honte de le dire, mais c'est pas grave, c'est Maupassant. En fait, comme beaucoup, je l'ai étudié au collège, on a lu ses contes, et pareil, c'était des contes très noirs, c'est un peu à la Zola finalement, enfin, vous voyez, très réaliste, mais réaliste sombre, quoi. Je sais pas, c'était des contes que j'avais pas vraiment aimé. C'est vrai que moi j'aime bien, j'ai besoin de me raccrocher à quelque chose d'optimiste, à un héros avec une part de lumière, où il y a de l'espoir quand même dans l'histoire, etc. Et dans les contes de Maupassant qu'on avait lus, ça m'avait découragée. Et donc j'aimerais me réconcilier avec lui en lisant Bel Ami dans cette jolie édition de Folio. Non, pardon, excusez-moi, de Classique Point. Voilà. Georges Duroy est un jeune et beau provincial sans le sou, mais dévoré par l'ambition. Ayant gagné Paris, il devient journaliste et n'a aucun scrupule à utiliser les talents, les relations ou les fortunes des femmes qu'il séduit. Trompées et humiliées, elles finiront pourtant par construire sa gloire. Bel Ami est une plongée impitoyable dans le Paris du XIXe siècle où s'entremêlent vanité mondaine et corruption dans la politique, la presse et la finance. Donc voilà pour mon deuxième objectif de lecture, qui est de lire de grands classiques. Maintenant, mon troisième objectif de lecture. Alors, je vais vous en parler rapidement, parce qu'en fait j'ai déjà consacré toute une vidéo à ce sujet, et cette troisième objectif de lecture, c'est ma palle spéciale Femmes et Moyen-Âge. Je vous renvoie vers cette première vidéo si vous souhaitez plus de détails. Attendez, hop là, c'est tout ça. C'est 8 livres. Donc, très vite. Dans cette pile à lire Femmes et Moyen-Âge, j'ai sélectionné d'abord 2 essais. Ce premier essai, Femmes et littérature, une histoire culturelle, pour lequel je souhaite lire le premier chapitre, qui va étudier l'apport de la femme dans la littérature du Moyen-Âge. Deuxième essai que j'ai sélectionné, c'est La femme au temps des cathédrales de Régine Pernoud, qui s'intéresse à de grandes figures historiques de femmes, mais également aux réalités quotidiennes de la femme, du début du Moyen-Âge jusqu'à la fin. Voilà, alors, je vais très très vite. Ensuite, j'ai sélectionné 2 autrices du Moyen-Âge, les Laits de Marie de France. Marie de France, qui est l'autrice, la première autrice de langue française de notre littérature. Et j'ai sélectionné également La Cité des Dames de Christine de Pisan, qui est la première autrice à vivre de sa plume, avec un écrit ici particulièrement féministe. Et j'ai enfin sélectionné 4 romans contemporains qui viennent se nourrir de l'imaginaire qu'on a construit autour de la femme du Moyen-Âge. Le premier, c'est encore un Carole Martinez, avec cette fois du Domaine des Murmures, histoire dans laquelle le personnage de, de Esclarmonde va décider de se faire emmurer vivante. Et il se trouve que c'était une pratique admise à laquelle recouraient certaines femmes pour des raisons qui me sont totalement obscures. Là, en l'occurrence, c'est a priori pour fuir un mariage. Le deuxième roman que j'ai sélectionné, c'est Matrix de Lauren Groff, donc d'une autrice américaine qui va imaginer la vie de Marie de France dont on ne connaît rien. Troisième roman que j'ai sélectionné, La Nuit des Béguines d'Aline Keener, parce que le béguinage m'intéresse énormément. Il s'agit d'une communauté mi-religieuse, mi-laïque, uniquement composée de femmes, qui ne souhaitent pas se marier, mais qui ne souhaitent pas non plus vivre cloîtrées, qui, en intégrant le béguinage, acquièrent une certaine autonomie. Voilà, donc ça a l'air passionnant. Et enfin un dernier, cette fois c'est un roman de fantaisie historique, et il s'agit de La Chanson d'Arbonne de Guy Gabriel Quay, que j'avais repéré sur la chaîne Les Mots de l'Imaginaire, et c'est un roman qui va s'inspirer de la Provence médiévale et qui va également s'inspirer fortement de la figure de la femme, de la littérature courtoise et de la fine à mort. Voilà pour cette pile à lire, c'était une présentation hyper express. Maintenant, le quatrième objectif de lecture. Alors vous verrez, si jamais vous décidez de me suivre, que je vais souvent parler de littérature de l'Antiquité, ou encore de littérature contemporaine, mais qui prend pour sujet l'Antiquité. En raison de mes études, des études que j'ai faites, puisque j'ai fait des études de lettres classiques. Donc pour ceux qui ne savent pas, les lettres classiques étudient avec les lettres modernes la littérature française, mais là où les lettres modernes vont étudier la littérature comparée, il me semble, entre autres choses, eh bien les lettres classiques, eux, vont étudier le latin, le grec et la littérature de l'Antiquité.
Voilà. Et donc moi, quand j'ai fini mes études, je me suis sentie très frustrée parce que je me sentais toujours pas experte dans ma matière. Et j'avais ce vœu assez pieux de me dire, même après mes études, eh bien, je vais continuer à découvrir cette littérature-là. Parce que finalement, durant mes études, j'ai surtout découvert cette littérature par des extraits, parce qu'en fait, on passait énormément de temps dans l'exercice de la traduction. J'ai pas réussi à prendre le temps simplement à lire les œuvres et à prendre le temps juste de les apprécier. Il m'a fallu quelque temps après mes études à retrouver le goût de lire sans me dire je lis pour les besoins de mes études, et si je lis, il faut toujours que j'essaie de retenir plein de trucs, et ça a été plutôt délétère, je trouve, dans ma qualité de lecture, alors que quand on aime quelque chose, on retient 1000 fois plus, enfin bref. Alors, un long discours pour dire pas grand chose, mais mon objectif cette année, ce serait de finir de lire l'œuvre complète d'Aristophane, en lisant le volume 1 de ses comédies. Il y a 2 ans, j'avais lu les volumes 2. C'est des comédies que j'avais énormément appréciées. La deuxième partie de son œuvre met énormément en scène les femmes, et c'est pour ça que j'avais commencé par cette partie de son œuvre. Et cette année, je souhaite poursuivre avec le volume 1. L'année dernière, j'avais lu la première pièce, Les Acariens, qui ne m'avait pas trop plu. Ça m'avait coupé dans mon élan. Et là, je souhaite aller jusqu'au bout de mon objectif et de finir ce volume 1 et de consacrer une vidéo à Aristophane, une vidéo dans laquelle j'aimerais vous pitcher ces comédies, qui sont vraiment très amusantes, et je trouve que ça vaut vraiment le coup de lire au moins quelques-unes des pièces que je vous recommanderais, le moment venu. Donc ça, c'est mon premier objectif de l'objectif littérature de l'Antiquité. Et une fois que j'aurai fini de lire ce volume 1 qui se termine par la pièce La Paix, j'aimerais embrayer sur un roman contemporain qui s'appelle La déesse des marguerites et des boutons d'or de Martin Miller. C'est un roman que j'ai repéré sur la chaîne Barocco Lecture. Celle qui tient cette chaîne a fait du théâtre son métier, et du coup elle s'intéresse énormément au théâtre, et puis elle a parlé de ce roman qui met en scène Aristophane mettant en scène la pièce de La Paix. Je vais vous lire la 4e de couverture pour vous donner une idée. Athènes 421 avant Jésus-Christ. Depuis des années, Sparte et Athènes se font la guerre. Dans les 2 camps, le peuple n'aspire qu'à une seule chose, la paix. C'est d'ailleurs le titre de la nouvelle pièce d'Aristophane, avec laquelle il compte bien remporter le premier prix aux prochaines Dionysies. Ce sont des concours de théâtre. Mais les répétitions sont catastrophiques, et le dramaturge court au désastre. Pourtant, beaucoup pensent, y compris parmi les dieux, que du succès de la pièce pourrait dépendre l'issue des négociations en cours entre les belligérants. Dans La déesse des marguerites et des boutons d'or, Martin Miller fait défiler pour notre plus grand plaisir, personnages réels et fictifs, dieux, nymphes et autres amazones, un mélange détonnant, puissamment satirique. Donc voilà, je trouve que ça fait un bon prolongement pour les comédies d'Aristophane. Ensuite, d'autres livres. J'aimerais finir Voyage extraordinaire de Lucien, un auteur de l'Antiquité, que j'avais bien entamé pour le Pumpkin Autumn Challenge. Décidément, j'ai lu énormément de classiques pour ce défi de lecture. Alors, il y avait une catégorie sur la mort, sur les enfers, etc. Ce livre rassemble les différents écrits de Lucien qui portent énormément sur les enfers. J'avais lu La traversée ou le tyran, donc là on suit un tyran qui est mort et qui se retrouve en enfer, sauf que dans les enfers, il a perdu tout ce qui faisait de lui un tyran, tout ce qui faisait de lui une puissance et une autorité, et qu'il se retrouve au niveau des autres hommes. Et qu'il va devoir se faire à ce nouveau statut. Icaroménippe. Alors Icaroménippe, bon, je vous ferai un résumé le moment venu, sinon je vais m'embrouiller. Il y avait également dans les récits Charon ou les observateurs. Donc Charon, c'est celui qui mène la barque pour faire aux morts la traversée vers les enfers. J'avais lu quoi également? Ménippe, mais là je m'en souviens pas. Et il me reste à lire Dialogue des morts et Histoire vraie. C'est très agréable à lire. Ensuite, 2 romans contemporains. Un que j'ai vraiment très très envie de lire. Il s'agit de Monologue de la Louve de Gilles Leroy. Alors, le monologue de la Louve, c'est en fait le monologue d'Hécube. Hécube, c'est la reine de Troie. Et c'est un personnage mythologique que j'adore depuis que j'ai lu la tragédie d'Euripide, qui s'appelle Hécube. Hécube, dans la tragédie d'Euripide, la cité de Troie a été prise, brûlée. Son mari, ses enfants, tous les hommes ont été tués, tous les Troyens ont été tués par les Grecs. Toutes les Troyennes qui ont survécu sont faites prisonnières par les Grecs et elles sont distribuées aux guerriers grecs. Et Hécube revient à Ulysse. Voilà. Et dans la pièce, on pense qu'Hécube a vécu tous les malheurs possibles, qu'il n'est pas possible qu'elle souffre encore plus, et pourtant,
la somme des malheurs n'est pas finie, elle va devoir encore endurer. Mais il n'est pas dit qu'elle doive endurer tout ça sans prendre sa revanche, sans fomenter une vengeance. Voilà, c'est une pièce de la vengeance en fait. Alors qu'elle est à terre, elle va faire un dernier geste parce qu'elle a été reine et que il faut bien à un moment donné qu'elle rende l'appareil à ses ennemis. Et que ce n'est pas parce qu'elle est une femme, parce qu'elle est vieille, parce qu'elle a tout perdu, qu'elle n'a pas de pouvoir, qu'elle n'a plus de pouvoir. Vraiment, c'est une très belle pièce, j'ai adoré cette pièce, et du coup, j'ai très hâte de lire Monologue de la Louve. Monologue de la Louve parce qu'en fait, dans la légende, dans le mythe, donc Hécube revient à Ulysse, donc elle monte dans le navire d'Ulysse, mais comme cette situation est insupportable pour elle, elle est comme délivrée de son sort, on va dire, enfin je crois que c'est l'interprétation à donner. Elle est délivrée de son sort par les dieux en étant transformée en chienne. Souvent, la transformation, la métamorphose des femmes leur sert à échapper à un destin qui est insupportable et trop douloureux. Enfin voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut voir dans plusieurs des mythes. Donc voilà, Monologue de la Louve de Gilles Leroy. Et puis un livre dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo, c'est Électre de Jennifer Saint. J'avais lu l'année dernière Ariane, que j'avais beaucoup aimé, donc mon objectif ce serait de lire Électre. Et j'espère qu'ils traduiront bientôt Atalante, qui semble hyper intéressant. Atalante, c'est un peu l'Amazone grecque en fait. Donc voilà pour l'objectif littérature de l'Antiquité. Et maintenant, j'en arrive à la catégorie un peu fourre-tout, dans laquelle je vais vous donner des titres sans vraiment insister dessus. Tout d'abord, j'aimerais découvrir Stephen King, je ne l'ai jamais lu. Donc je vais commencer par sa première œuvre, il me semble que c'est sa première œuvre, Carrie. Ensuite, littérature victorienne. Enfin, il me semble que ce sont tous de la littérature victorienne. Nord et Sud d'Elisabeth Gaskell. Le portrait de Dorian Gray, ça fait des années qu'il est dans ma bibliothèque, je ne l'ai jamais lu. Enfin si, j'avais essayé de le lire à un moment donné, puis je sais pas... Voilà, bon, je m'étais arrêtée à la page 80 de toute évidence, avec un vieux marque-page. Je savais même pas que j'avais ce truc-là. Et il faut que j'aille jusqu'au bout, surtout qu'il est pas très long en fait. Et enfin, Villette de Charlotte Brontë. J'ai lu déjà énormément de livres des sœurs... Enfin, énormément. J'ai lu quasi la totalité des livres des sœurs Brontë. Donc j'ai lu Jane Eyre de Charlotte Brontë, qui fait partie de mes romans préférés. C'est le seul roman que j'ai lu à plusieurs reprises. Ensuite, j'ai lu, je regarde parce que là j'ai une étagère avec les livres en question, j'ai lu Les Hauts de Hurlevent et les poèmes d'Émilie Brontë. J'ai lu Agnès Gray et La Dame du manoir de Whitfield Hall de Anne Brontë. Il ne me reste plus qu'à lire les autres romans de Charlotte Brontë, donc il y a Villette, il y a également Shirley, le professeur, et je crois que c'est tout. Ce qui est déjà pas mal. Et donc l'idée ce serait de finaliser tout ça et de vous en faire une vidéo pour vous donner plus mes impressions de lecture sur l'œuvre des sœurs Brontë, que j'aime beaucoup, beaucoup. À des niveaux différents, hein, parce que Émilie Brontë, c'est... Ah, ça a été une aventure, hein, c'est spécial, enfin c'est spécial. Enfin bref, on en reparlera le moment venu. D'autres titres. Un essai. Au nom des femmes, libérer nos classiques du regard masculin de Jennifer Tamas. C'est une professeure d'université qui enseigne aux États-Unis, mais qui est française, hein, que j'avais repérée, je crois, dans une émission de France Culture, mais également dans une émission Arte, un podcast d'Arte, La fin du monde, vivons heureux tant que... un truc comme ça. Et c'était sur les contes de fées, et j'avais trouvé ça passionnant, et puis parler notamment de son essai Au nom des femmes. Et vraiment, ça a l'air hyper intéressant. Alors, je vais vous lire quelques lignes quand même de l'essai pour vous donner un petit peu idée de la matière, de sa matière. Assignées au devoir de réserve et au silence par la société d'Ancien Régime, les héroïnes de la littérature classique n'auraient rien à nous transmettre, surtout pas le pouvoir de dire non. Or, à leur manière, les femmes du grand siècle ont résisté, elles ont désobéi, et de ces combats à bas bruit, il demeure des traces. Sous les images de princesses endormies célébrées par l'industrie du divertissement se cachent de puissants refus, occultés par des siècles d'interprétation patriarcale. Jennifer Tamas les exhume avec courage et subtilité, elle traque l'expression du féminin sous le regard masculin et tend savamment l'oreille vers le bruissement des voix récalcitrantes. Du petit chaperon rouge à Belle, d'Andromaque à la princesse de Clèves, elle révèle un magnifique matrimoine trop longtemps séquestré dans les forteresses universitaires. Ça a l'air passionnant. Et elle a écrit un autre livre sur la galanterie, qui avait l'air également passionnant parce qu'elle revient aux sources de la galanterie, qui n'est pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui en fait. D'autres titres, par exemple Les Aiguilles d'or de
de Michael McDowell, pardon. Andy McDowell, de Michael McDowell. J'ai offert Cathy à ma sœur, donc j'attends qu'elle le lise, comme ça je pourrai le lire, et puis potentiellement après la saga, mais je sais pas trop. Et enfin, pour la SF, pour faire le pendant de Becky Chambers avec la SF positive, alors il y a Quality Land qui me donne très envie, de Mark U. Kling. En fait, j'avais repéré sur l'étal d'une librairie Quality Land 2.0 et j'ai lu des extraits et c'était vraiment très drôle. C'était un dialogue entre un psychiatre et un aspirateur robot qui était complètement traumatisé parce que ses maîtres lui faisaient aspirer en fait. Voilà, ça avait l'air très drôle. Donc celui-là, et puis j'aimerais sortir une relique de ma bibliothèque et il s'agit du premier tome du cycle des robots d'Isaac Asimov. Très belle couverture. Voilà, je pourrais également vous évoquer quelques BD et après j'en ai fini, j'arrête. Une BD qu'on m'a offert il y a très longtemps, c'était ma marraine qui me l'avait offert et il s'agit de La planète des sages, une encyclopédie mondiale des philosophes et des philosophies. J'avais l'impression que j'allais rien comprendre, alors que justement c'est une BD qui est justement faite pour rendre accessible des philosophes qui nous paraissent très loin de nous, à la pensée compliquée. En fait c'est une BD qui a l'air de nous faire nous rapprocher de ces philosophes qui étaient également des hommes avec leur manie, leur toc, leur façon de vivre. Et alors, c'est des BD que j'ai depuis plusieurs années. Je crois que j'avais lu les deux premiers tomes, mais il faudrait que je continue parce que j'en ai plusieurs autres. Il s'agit de Cap et de Croc. Donc là, j'en ai pris 4 parce que c'est les 4 que j'ai bien à la suite. Alors, de Cap et de Croc, ça met en scène un renard et un loup. C'est une bande dessinée qui se passe au XVIIe siècle et qui fait énormément de références littéraires. Donc ça peut être très amusant à lire quand on a les références littéraires en question. Moi j'avais repéré énormément de références à Molière. Alors c'est une BD humoristique animalière, mais animalière sans être animalière parce qu'en fait les héros sont des animaux, mais qui fréquentent des humains. Vous voyez, vous avez une jeune femme. Donc voilà, je clôture cette vidéo sur mes envies et objectifs de lecture pour 2025. N'hésitez pas à me dire si parmi les titres que je vous ai présentés, il y en a que vous avez lus et ce que vous en avez pensé. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis, je l'espère, à très bientôt. Ciao!